On en parle, c'est le débat de cette LTV. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bonsoir Marlène. Bonsoir Olivier. Vous allez m'accompagner pour animer cette confrontation entre deux candidats pour les élections à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Des élections qui auront lieu du 25 novembre au 8 décembre prochain. Et Marlène, ce sont des élections un peu particulières cette année. Oui, la particularité d'abord, c'est qu'à Montpellier, il y a des élections pour la CCI environ tous les ans. Il y a eu 2008, 2009 et maintenant 2010. Et en 2010, l'élection tient compte de la réforme du réseau consulaire. Du coup, les chefs d'entreprise vont désigner leurs représentants à la future chambre régionale et en même temps que la chambre territoriale. C'est la nouveauté. Alors, pour ces élections donc de 2010, il y a deux groupes de candidats, deux listes, et puis un candidat unique. Nous accueillons deux têtes de liste, les deux têtes de liste de deux des trois candidats. Honneur aux dames, on commence par vous, Gabrielle Deloncle. Bonsoir. Bonsoir. Présidente de la CGPME de l'Hérault, la CGPME dont vous portez donc la liste pour ces élections, dont vous dirigez le groupe de candidats. Vous êtes aussi par ailleurs vice-présidente de l'agglomération de Montpellier et conseillère municipale à Montpellier. Tout à fait. En revanche, pas de mandat politique pour vous, Rudy Oino. Non. Bonsoir. Ni économique d'ailleurs, à part celui du président sortant. Voilà, vous êtes le président sortant de la CCI, vous l'avez rappelé, vous portez la liste de l'Union patronale MEDEF UPO 34 MPR. Alors je rappelle qu'un troisième candidat s'est déclaré, il s'agit de Guy Cohen, président de l'association des commerçants du quartier Saint-Ravi à Montpellier. Alors trois parties dans ce débat, Marlène. D'abord nous parlerons de vos programmes, bien évidemment. Nous évoquerons ensuite les grands dossiers de la Chambre de commerce et puis nous nous intéresserons à l'avenir de la CCI. Alors d'abord, un mot de vos listes, Gabrielle Deloncle, Rudy Oino. On rappelle qu'elles comportent 50 noms. Dans quel esprit les avez-vous constitués et comment les définirez-vous alors? Rudy Oino. Merci. Dans quel esprit? C'est d'abord essayer d'avoir des gens une grosse partie qui étaient dans l'équipe sortante. C'est important de pérenniser le travail qui a été fait. Un souci de rassemblement, puisque comme vous l'avez dit, on a le MEDEF, MPR, la FADUC, l'Union, l'UMIH, et d'autres et des non adhérents à aucun de ces syndicats cités, parce qu'il faut ressembler au terrain, il faut être dans cette diversité, il faut ressembler à ces hommes et ces femmes qui composent économiquement notre territoire. Gabrielle Deloncle. Oui, effectivement, notre liste a peut-être une différence par rapport à la liste de mon adversaire. Elle est composée effectivement de chefs d'entreprise en exercice, les 50, qui donc sont confrontés aux réalités du terrain, aux problèmes rencontrés, qui à ce titre-là sont en capacité de pouvoir amener le service demandé. Alors, excusez-moi, juste quand même, parce que je ne peux pas laisser dire ça si on commence comme ça. Je connais Gabrielle et elle risque de s'emporter. Alors quand on dit, d'abord, vous savez que les listes et les candidats sont validés par la préfecture. Donc à partir du moment où ils peuvent être sur une liste, c'est qu'ils sont en activité. Donc écoutez pas. Après, il y a des gens qui sont peut-être un peu plus âgés, mais vous savez, c'est l'expérience. Et la diversité, c'est aussi ça. On laisse réagir, puis après on avance. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas vraiment à la tête de leur entreprise et confrontés tous les jours à cette réalité économique, parce qu'effectivement, retraités, ils sont mandataires sociaux dans certaines entreprises, mais ils n'ont pas la responsabilité de l'entreprise. Et ça, vous ne pouvez pas le démentir. Sur vous, la prise et ne vous inquiétez pas, je suis très calme toujours. Alors, en 2008, lors des précédentes élections, la CGPME et le MEDEF portaient un programme commun. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières années? Pourquoi quelle est la différence entre vos deux programmes du coup? Alors la différence, c'est que nous nous étions engagés, les 3 syndicats, parce que c'était important d'avoir une union patronale sur une éthique et des principes. Et puis à un certain moment, le représentant d'un syndicat est parti faire alliance avec les personnes qui étaient contre nous, tout simplement. Je pense, écoutez, on arrivait à un moment de crise. Comment pouvons-nous continuer à ce que le monde patronal se dispute alors qu'on était en pleine crise? Alors, effectivement, il y a eu une guerre fratricide entre certaines équipes, mais à partir du moment où la crise arrivait, et quand je pense que Gabriel parle de moi en tant que président du MEDEF, je pense qu'il était de ma responsabilité d'unir le monde patronal pour combattre cette crise. Nous avons fait une session de travail pour analyser quels étaient nos désaccords. Et nous avons mis en place des ateliers sur lesquels on a travaillé pour voir quels étaient nos désaccords. Et on s'est rendu à l'évidence que nous partagions beaucoup de choses. Et qu'il était quand même
plus favorable en période de crise d'être tous unis face à la crise que plutôt par rapport à des égos de continuer à nous battre. Voilà, donc parce qu'elle n'est pas d'accord. Simplement qu'un accord était écrit, ça s'appelle le CLID, c'est l'accord de l'ensemble des syndicats, et que cette démarche d'aller faire alliance avec ceux qui étaient nos adversaires, il l'a fait seul, sans l'accord des autres syndicats qui étaient l'UPA et le MEDEF. Ça s'appelle de la trahison. Non, là encore une fois, excusez-moi, permettez-moi d'intervenir. Le CLID, ça ne concernait seulement les élections prud'homales. Pas du tout. Si, le CLID est signé. Le président du MEDEF est là et il pourra vous en témoigner. Donc pas de liste. C'est pas lui qui a signé. On l'a bien compris. Le désaccord est en effet très, très présent. Alors si vous étiez élu maintenant, l'un comme l'autre, quel serait le premier acte fort? Alors peut-être Gabrielle Deloncle pour commencer. L'acte fort, c'est de redonner à la Chambre de commerce sa mission d'être au service des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est complètement phagocyté depuis malheureusement plus de 18 mois. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise doit pouvoir rentrer, avoir un accueil compétent, chaleureux, efficace et pouvoir trouver les réponses dont il a besoin. Le service, le conseil et une organisation lisible, compréhensible, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Rudy Jovino, le premier acte fort, si vous êtes élu. Excusez-moi, j'avais prévu un petit peu ce qu'allait dire Gabrielle Deloncle sur la réorganisation. Elle veut réorganiser les services. Alors écoutez, moi je vais vous montrer, je ne sais pas si vous avez une caméra, voilà, l'organigramme d'avant, d'accord, avant, après, voilà. Donc on peut encore, vous voyez quand même que c'est simplifié. Alors ça a été simplifié pour quelle raison? Non, attendez, Madame Deloncle, laissez-moi finir, je ne vous ai pas coupé. La première, ça a été d'abord que le CGFI, on a parlé de rupture et de changement quand on a parlé de Nouvel Élan. Le CGFI nous demandait, il y avait un organigramme, qui était CGFI, c'est notre organisme de contrôle, c'est un peu notre tutelle, à nous reprocher d'avoir un organigramme complètement trop compliqué, c'est-à-dire il n'y a aucune lisibilité. Nous l'avons fait, nous avons pris, et je signale qu'on l'a fait à partir du moment où je suis arrivé, nous avons simplifié cet organigramme pour des raisons d'efficacité, d'efficience de l'institution, et deuxièmement, on préparait aussi la nouvelle réforme des chambres consulaires avec une régionalisation. L'intérêt étant de dire, il y a un côté, c'est la boîte à outils, le pratique, c'est le terrain au quotidien, la proximité, de l'autre, c'est la prospective, les études, et ça, c'est ce qui peut être mutualisable. Donc, je pense que Madame Deloncle a dans sa tête cet organigramme. Gabrielle, voilà, je te rassure, tu vois, on l'a changé. Donc, tu avais raison. Je ne me sens pas du tout rassurée parce que ce n'est absolument pas lisible. Ce qui est important, c'est de faire de l'opérationnel lisible. Que chaque ressortissant qui a besoin d'avoir un renseignement sache exactement que c'est tel bureau, tel service, telle personne, tel téléphone. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est absolument pas travaillé dans le style opérationnel. Et je peux vous dire que nous avons envoyé 27 000 questionnaires aux ressortissants pour savoir ce qu'ils attendaient de la Chambre de commerce. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être en adéquation de leurs besoins. Et sur les 26 000, on a eu 93% de réponses en disant « mais ça sert à quoi? On n'y comprend rien ». Justement, alors ça sert à quoi la CCI selon vous, Gabrielle Deloncle? Et surtout, là, est-ce que vous remettez en cause vraiment l'organisation de ces 18 derniers mois ou le travail des salariés finalement? Non, alors je ne remets pas le travail justement des salariés parce que je pense qu'il y a vraiment des gens très compétents qui ont envie de travailler et qui aimeraient justement avoir une lisibilité dans leur mission et leur organisation. Quand je parle d'organisation, c'est parce qu'ils se sentent justement pas managés et comme nous sommes des chefs d'entreprise, pour que nos entreprises fonctionnent, on met en place des feuilles de route, des objectifs et on les donne à l'ensemble des équipes pour qu'elles le réalisent. Ce n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle et c'est pour ça que depuis 18 mois, on assiste à une inertie totale. Rudy Jovino, ça sert à quoi une chambre de commerce? Excusez-moi, encore une fois, effectivement, on partage le fait qu'une chambre de commerce, c'est être au service de ses ressortissants, d'abord parce que c'est eux qui la font vivre, c'est eux qui la financent, et c'est d'être en premier lieu au service de ses ressortissants, avec toutes les fonctions régaliennes, puisque n'oublions pas que nous sommes un établissement public administratif, à caractère administratif d'État, donc c'est tout ce qui est la partie formalisée aux entreprises dont nous avons l'obligation. Après, c'est accompagner nos ressortissants depuis leur création, leur développement, la transmission, et là nous avons des services. Alors,
effectivement, on pourrait faire, c'est 100 personnes, les services généraux, on pourrait donc faire un agenda avec le numéro de chaque, la centaine de personnes qui travaillent au service généraux. Nous, on a été d'abord parce que, là encore, la RGPP nous l'obligeait, c'est le guichet unique, donc nous avons créé le guichet unique qui est en poste préopérationnel, et nous avons le centre contact client qui a le matériel téléphonique a été mis en place aujourd'hui, et les élus ont dû le recevoir, c'est les 04 99 51 52 00. Donc plutôt que de donner le numéro de téléphone de chaque permanent de la Chambre, on en a un, ça s'appelle un centre de contact client, avec un seul numéro et des compétences derrière pour orienter sur les services. On va parler de programme, là on rentre vraiment dans les détails de la vie de la CCI. Là, vous présidez la CCI de Montpellier depuis juillet 2009, vous avez succédé à Jean-Pierre Fabre à l'époque. J'imagine que vous défendez votre bilan pour cette candidature-là. Alors, le point fort que vous aviez mis sur notamment l'action face à la crise, en nommant un 4e vice-président à ce titre-là, quel est le bilan que vous défendez 18 mois de présidence Écoutez, alors bon, je ne reviendrai pas sur la nouvelle réorganisation. Je voudrais dire qu'il y a aussi une CCI apaisée. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, il y avait 2 groupes qui étaient à la Chambre, donc ces fameux 2 groupes qui s'étaient opposés lors des élections 2008. Il n'y a pas eu d'élection en 2009, ça a été une élection interne. Donc 2 groupes qui s'opposaient. Aujourd'hui, c'est des gens, ces 2 groupes qui travaillent main dans la main dans l'intérêt général. Donc c'est une chambre de commerce apaisée, des comptes assainis, 2008, 1 million d'euros de pertes, 2009, 1 million d'euros d'excédent, et sur le budget 2010, on prévoit 400 000 euros excédentaires. Donc ça, c'est quand même important. On va dérouler après le bilan et le programme. Gabrielle Deloncle, vous êtes assez dur depuis le début de cette campagne avec le bilan. Constats, mais ce sont des constats, donc ces constats, ils existent. Vous avez plusieurs fois évoqué, je vous cite, l'immobilisme des élus actuels, c'est ce que vous disiez la présentation de votre liste. Et là, quand on entend effectivement qu'il y a de l'excédent, il y a de l'excédent, pourquoi ? Parce que les actions ne sont pas faites, c'est tout. S'il y avait eu des actions, automatiquement, ça aurait été engagé. Le problème, c'est que ce qu'on attend, c'est de l'action. Je crois que vous ne me coupiez pas, cher monsieur. Bon, je suis sérieuse, vous inquiétez. Alors là-dessus, vous êtes mal tombé, je pense. Simplement, à un moment donné, on doit dénoncer ce qui ne fonctionne pas. Alors, ce n'est pas agréable, mais il faut le faire. Et le dénoncer ne suffit pas. Il faut ensuite mettre en place les éléments pour pouvoir agir et réussir dans ces projets, dans l'aboutissement nécessaire. Donc là, ce qu'on a entendu, c'est très beau. On dit que c'est apaisé, que tout le monde va bien. La dernière Assemblée générale n'a pas pu se terminer parce qu'il n'y avait pas le quorum, que la plupart des gens sont partis sous la présidence de M. Roucous, qui représente le préfet. Je ne l'ai pas inventé, cher monsieur. Alors juste, donc les valeurs fortes que vous défendez pour votre programme, c'est action, morale, économie. Comment vous les articulez, ces trois Ce sont valeurs. les 3 axes principaux. L'action, c'est primordial. Une chambre de commerce, c'est pas fait pour faire une gestion d'une petite maison qui ronronne, mais pour faire des actions en faveur de l'économie. Le but, c'est de développer l'économie existante pour que chaque chef d'entreprise soit concerné et puisse avancer. C'est lui donner le conseil nécessaire, notamment sur le suivi. Et nous avons participé au comité de suivi de l'économie avec le préfet depuis plus de 2 ans. Et nous avons pu, en tant que syndicat, intervenir et sauver des entreprises parce que nous avons pu remettre des financements très rapidement. Cela a été réalisable parce que nous étions là systématiquement présents sur le terrain et en partenariat avec l'ensemble de la Banque de France, des banquiers régionaux, mais également des services de l'État, de la direction des finances publiques, donc de l'URSSAF, un ensemble de services qui sont autour de l'entreprise et pour lequel on doit simplifier l'interface. Ce qui a été fait avec la CGPME, ça devrait être fait au niveau de la Chambre de commerce, notamment avec les services existants qui pourraient multiplier par 50 les actions que nous avons faites. Et ça, c'est important. Un chef d'entreprise a besoin de financement. Mais écoutez, je veux bien... Je vais répondre là encore. Qu'est-ce qu'on a fait le jour où on a été élu ? On a demandé une 4e vice-présidence alors qu'il n'y en avait que 3. D'accord ? Entièrement dévolue à la crise qu'on connaissait. Dans la période de crise, en 2009. Oui, tout à fait. Et le 1er juillet 2009 est consacré au plan de relance. C'est pas une commission avec un président de commission, ça a été une vice-présidence qui a été demandée à la tutelle, c'est-à-dire au préfet, et qui nous l'a accordée.
Quand Madame Deloncle parle de la CGPME, bien sûr que la CGPME a fait son travail, qui le conteste? Mais le MEDEF aussi a fait son travail. Cette cellule existait et le MEDEF aussi était aux réunions de chez le préfet. Et moi, Madame Marlène, quand on élut un vice-président chargé du plan de relance et de l'économie, je n'ai pas besoin de satisfaire mon ego. Donc je l'envoie, parce que si je lui confie une mission, c'est pour qu'il assume. Et c'est pas à moi à aller à cette commission dont parle Madame Gabrielle Deloncle. Croyez bien qu'il y avait 50 personnes autour. Il n'y avait pas seulement la CGPME, c'était le préfet qui l'organisait, et M. André Dadjari était, M. Patrick Siecotti était pour la Fédération du bâtiment, et beaucoup d'autres personnes. Donc il ne faut pas s'attribuer comme ça des actions qui ne sont en aucun cas d'une propre initiative de Mme Gabrielle Deloncle. Parce que là c'est une attaque. Mais nous avons systématiquement, lors de ces comités, donné nos bilans et donné le nombre de dossiers traités qui sont suivis par la médiation du crédit. Et ces 68 dossiers, nous les avons prouvés. Alors, mettre un quatrième vice-président, alors c'est magnifique, l'économie... 150 dossiers traités dans notre commission. Vous n'en avez jamais... En accord. Vous n'en avez jamais fait état devant le médiateur du crédit qui était en place, et vous n'avez jamais fait ce bilan, puisque je suis présente à chaque fois pour y travailler. C'est pas une question d'ego, cher monsieur, c'est du travail. Et oui, il faut se consacrer au travail. Le titre, c'est bien, l'action, c'est mieux. On avance dans les programmes. 150 dossiers quand même qui ont été traités à la Chambre de commerce et d'industrie. Qui n'ont pas été mis dans le bilan et vous ne l'avez pas évoqué. Et non, vous n'y étiez pas, moi j'y étais, la différence. Vous êtes dans la communication, nous on est dans l'action. Moi je suis dans l'action. Non, vous cherchez désespérément un élan, mais nous on est dans l'action. En tout cas, au centre de vos deux campagnes, les relations avec les collectivités territoriales prennent beaucoup de place. C'est la dimension politique très présente dans la région. Vous défendez deux positions radicalement opposées. Pour vous, Rudy Iovino, il ne faut pas mélanger économie et politique, c'est ce qu'on a compris dans votre discours depuis 18 mois. En revanche, selon vous, Gabrielle Deloncle, on ne peut rien faire sans les collectivités territoriales. Vous voulez d'ailleurs créer un pôle action participation avec ces collectivités. Exactement. Ces deux mondes sont parallèles depuis très longtemps. Il y a le monde politique, il y a le monde économique. Il est impossible que l'un puisse faire beaucoup de choses et l'autre également, sans être ensemble, parce que l'économie, elle fait partie de cet ensemble, de ces deux représentativités. Elle doit se faire dans un partenariat intelligent et respectueux. Si je me suis engagée en politique sans jamais prendre de carte de parti, c'est-à-dire pas faire de carrière politique, mais faire écouter la voix de l'économie au sein du politique qui prend des décisions qui vont s'appliquer au monde économique. Et j'ai pu toujours, depuis 21 ans, et je n'ai jamais dérogé, c'est facile à vérifier, toujours apporter la voix de l'économie et faire évoluer un certain nombre de dossiers. Vous faites de la politique, vous êtes élu quand même. Bien sûr. Mais la politique... On confond encarté et action politique. La politique est dans l'économie aussi. Vous avez la politique qui est un noble mot. La politique, c'est l'organisation de la ville. Et ça, j'en fais avec un plaisir et beaucoup d'honneur. Il y a ensuite une politique sectorielle par parti politique où vous faites une carrière au sein de partis politiques pour obtenir des postes élevés en politique, ce que je me refuse à faire. Je suis sur le terrain, mairie et agglomération, parce que c'est de l'économie. Rudy Iovino. Non mais, je veux dire, il faut pas, là encore, je suis très respectueux des engagements de Gabrielle Deloncle en politique. Je pense que tout le monde doit l'être. La politique, c'est s'engager en politique, c'est noble. Il faut des gens comme Gabrielle pour y aller. Donc ça, je ne conteste pas. Je ne m'oppose pas aux politiques. Mais je dis que notre indépendance, c'est pas travailler sans les politiques. Bien au contraire, à partir du moment où on a besoin, pour mettre en place des actions des collectivités, des financements des collectivités, c'est-à-dire de toutes les collectivités, on ne peut pas faire partie d'une seule. Voilà. Donc, si on veut pouvoir se positionner, on va reprendre, excusez-moi Marlène, mais c'est quand même important de le dire, on va reprendre le cas du village des Marques. Écoutez, on s'est positionné parce que nos études, nos expertises à l'intérieur de la Chambre avaient dit que le village des Marques, il ne fallait pas qu'il s'implante. Et tous les élus étaient là pour en témoigner. J'aurais été quand même mal avisé si j'avais dû défendre l'intérêt de mes ressortissants et aller contre le président de l'agglomération qui voulait mener ce projet. Donc on ne peut pas être à la fois juge et parti, on ne peut pas à la fois être libre sur des décisions quand on doit... Parce que n'oublions pas que c'est aussi ça le rôle des CCI, c'est de défendre l'intérêt sur des projets économiques de notre territoire. C'est savoir dire, c'est bien, c'est savoir construire avec, mais c'est savoir dire quand ça va pas. Est-ce qu'il y a vraiment une marge de manœuvre face aux collectivités territoriales? Je peux vous prouver, puisque là l'exemple donné du village des Marques... Est-ce que partenariat, ça ne peut pas vouloir dire mise sous tutelle si en plus... Écoutez, j'ai jamais été mise sous tutelle.
tel, et je crois que je suis assez connu pour avoir un caractère bien oui, mais trempé. vous n'avez jamais eu de mandat économique. Et pouvoir être capable de dire, notamment aux responsables politiques, lorsque je ne suis pas d'accord avec eux. Mais l'exemple du village des Marques est très intéressant, parce que je faisais partie de cette table ronde, et quand on entend j'ai pris une position et j'ai dit j'étais contre, c'est faux. Vous avez dit la CCI n'est ni pour ni contre. C'est dans le compte-rendu de la table ronde, et si vous ne l'avez pas, je vous le fournirai. Donc je l'ai, ne vous inquiétez pas. Vous avez dit je suis ni pour ni contre, et il faut faire des études. Donc, et c'était d'ailleurs la position que j'ai défendue, en disant effectivement, il faut voir, et la mairie était pareil, et nous avons tous fini d'ailleurs cette table ronde dans un consensus merveilleux, où tout le monde a dit nous sommes ni pour ni contre. Alors ne dites pas que vous étiez foncièrement contre. Attendez, je vous enverrai le compte rendu. Madame Deloncle, on ne va pas insister là-dessus, mais tous les articles de presse, et on a des journalistes en face de nous qui peuvent en témoigner. Vos articles, c'était de dire il vaut mieux qu'il soit ici plutôt qu'il aille ailleurs. Donc, si vous, mais je parle pas d'articles de presse, je parle de compte rendu de réunion. Ne mélangez pas les gens. Vous avez dit j'ai 2 casquettes à cette réunion. Vous revenez sur ce que vous dites, alors c'est grave. Non, pas du tout. Je ne suis pas revenu sur ce qu'on a dit. Vous avez dit je ne suis ni pour ni contre. Je ne veux pas non plus, parce qu'il y a un amalgame qui est en train d'être fait, c'est-à-dire que Madame Deloncle dit, quand elle disait je suis politique, donc je vais pouvoir tout vous donner. Excusez-moi, Madame Deloncle, je suis en train de... Oui, mais ne lui répondez pas. Je ne réponds pas, je ne réponds pas, monsieur. On essaye de dire aujourd'hui que le président Iovino est en conflit avec les politiques, ce qui est archi faux. Alors je vous ai emmené... Il y a eu un conflit quand même, parce que même dans tout ça depuis 18 mois, il y a eu une guerre, enfin vous faisiez aussi partie d'une guerre entre André Vézinet et Georges Frêche. Il y a eu quand même... Mais quelle guerre, pardon? Il y a une guerre ouverte depuis un bon moment. C'est leur guerre. Entre les fréchistes et André Vézinet. Mais en quoi moi j'ai participé entre la guerre des fréchistes et il y avait quand même la présence de Véronique Pérez Mais qu'est-ce que ça a à voir? Vous êtes en train de dire que parce que Madame Pérez est la fille de André Vézinet, elle est dans la guerre entre 2 personnes politiques? Non, mais dites-le, parce que dites-le à la télé, monsieur, vous êtes en train de dire que parce que les liens de filiation que peut avoir Madame Pérez avec son père qui s'appelle André Vézinet fait que je suis dans une guerre entre le président de région et le président du département. C'est ce qui transpirait de tout ce qui s'est passé depuis 18 mois. Alors est-ce que c'est une réalité ou pas? Vous allez nous le dire. Il y a eu un débat qui a été fait au sein de notre syndicat, un débat démocratique, qui était de savoir, c'est vrai qu'il y avait eu des pressions, pas du président de région, il ne nous l'a jamais demandé, mais on entendait, il fallait pas mettre, sinon, machin, il fallait supprimer un tel. Ça, c'est notre indépendance. C'était de dire, c'est à personne d'autre qu'à notre liste et à notre syndicat de décider s'il doit y avoir telle ou telle personne. Ce n'est pas au candidat politique. Vous voyez bien l'ingérence qu'il peut y avoir d'un parti politique. Et notre indépendance, c'est de prendre les décisions, non pas parce qu'on nous demande de faire quoi que ce soit, mais parce qu'on a décidé démocratiquement de faire ce qu'on devait faire. C'est ça l'indépendance politique. Je vais vous donner des chiffres quand on essaye de dire ça. CG34, je compare 2008 quand j'y étais pas, 2010 ici, d'accord 2008, Conseil général de subventions, 220 000 euros. 2010, 600 000 euros, plus 272%. Région, 365 000 euros en 2008, 620 000 euros en 2010, plus 170%. Aglo, 295 000 en 2008, 500 000 euros en 2010, plus 170%. La ville, 200 000 euros en 2008, 200 000 euros en 200010, stable. Donc, pas d'augmentation. Donc il n'y a jamais eu dans l'exécution, dans les responsabilités au temps de la Chambre, vous avez le forum de la création, de la transmission qui va se faire. Le président de région avait voté les subventions pour ce forum. Mais vous savez, il se dit beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs, et puis certains essayent de faire la campagne en disant, écoutez, moi je suis politique, donc je pourrais distribuer. Voilà. L'économie, c'est pas de la politique. C'est que ça. On va faire une courte pause. Je vous donne les chiffres. Vous me permettrez, là, parce que Gabriel, donc on là, je trouve que ça va un petit peu loin. Je n'ai jamais dit que j'étais politique, j'ai toujours dit que j'étais économique dans le monde politique. Mais chacun a son opinion. Je crois que vous ne m'interrompiez pas, ça fait 2 fois.
Ah, il faut se calmer, mon petit. Voilà, donc... Oh là là. oui. Vous êtes méprisante. Alors, comme j'ai beaucoup de respect, je vous dirais ne pas prendre le chemin du mépris, parce que souvent, ça cache son incompétence. Surtout que c'est le vôtre, et sa méconnaissance, madame. C'est le vôtre, le chemin du mépris, monsieur. Mon petit. Donc, je reprends simplement que... c'est gentil. il ne faut... Oui, c'est vous qui perdez votre sang-froid, madame Deloncle. Ah, vous trouvez? Moi, quand je vous entends dire... Je vous appelle pas ma petite. Quand je vous entends... On va avec ma taille, vous aurez du mal. on vous laisse terminer votre phrase, puis après Oui, c'est dur d'arriver à terminer une phrase. Hein. Vous avez simplement dit que quelque chose de grave, comme je suis politique, je crois, j'interviens, je fais des choses, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Mais où avez-vous sorti ce genre de choses? Tout à l'heure, vous dites, dans les journaux, il y avait ceci, donc c'était vrai. Le compte-rendu n'est pas vrai. Maintenant, on vous parle de ce qui est dans les journaux, vous dites non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je fais une campagne de terrain, une campagne économique, parce que je suis foncièrement, et depuis plus de 21 ans, je m'engage dans le développement économique parce que j'y crois profondément, et je prouve par mes actions que je suis capable de le faire, d'y aller, de travailler, d'aller au contact des gens, justement, de les écouter avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'intelligence, parce qu'il en faut. Et les uns et les autres, si nous nous engageons, c'est que nous avons de l'intelligence. Et je le reconnais aux uns et aux autres. Donc votre manière d'intervenir et de dire, il y en a certaines qui disent qu'elles sont politiques et qu'elles font des choses, mais c'est nul, monsieur. On va tout de suite marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour parler des grands dossiers qui attendent la future équipe dirigeante de la Chambre de commerce et d'industrie. À tout de suite. Vivez toute la magie du Salon du Cheval de Montpellier. Un concours de saut d'obstacles international 3 étoiles, de multiples animations. Un spectacle grandiose, symphonie équestre, présenté par l'école royale andalouse et accompagné par l'Orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon. Equisud vous donne rendez-vous du 10 au 14 novembre 2010 au Parc Expo. Plus d'infos sur equisud-montpellier.com. N'imagine, le Salon des métiers d'art revient au Parc Expo de Nîmes du 6 au 14 novembre. 190 créateurs venus de toute la France vous présentent leur dernière collection. Venez découvrir des milliers d'objets originaux et uniques pour la mode ou la décoration. Venez jouer les curieux, préparer Noël et vous faire plaisir. N'imagine, c'est au Parc Expo de Nîmes du 6 au 14 novembre. TV vous donne une nouvelle fois rendez-vous pour présenter toute l'actualité vidéoludique du moment. Retrouvez des invités de marque qui testent les dernières sorties, des reportages exclusifs dans les coulisses des jeux vidéo et bien d'autres rubriques pour vous éclater et vous donner envie de jouer. Et ça, c'est seulement dans Gaming TV. Deuxième partie de ce On en parle, spéciale élection à la Chambre de commerce et d'industrie. Nous sommes toujours avec deux des trois candidats, Gabriel Deloncle pour la CGPME et Rudy Jovino pour le MEDEF. Je rappelle qu'il y a un troisième candidat, Guy Cohen, président de l'association des commerçants du quartier Saint-Ravi. On ouvre, Marlène, les grands dossiers qui attendent les futurs élus. Oui, alors l'un des secteurs forts de la circonscription de Montpellier, c'est le commerce. Ça représente plus d'un tiers des 2800 ressortissants. Alors depuis 2008, le paysage commercial a beaucoup évolué. On a beaucoup parlé de l'ouverture d'Odysseum, notamment l'an dernier. Plusieurs projets pour le centre-ville ont été portés, notamment un projet porté par la CCI, Rudy Jovino. On va voir quelques images. C'était vraiment pour améliorer le cheminement en centre-ville, le cheminement des consommateurs. On en est où de ce projet? Il avait été lancé, puis... Oui, alors c'était parti, on était parti d'un constat d'expertise de la Chambre et une étude qui avait été faite sur le besoin d'avoir une multipolarité en centre-ville. Pourquoi? Parce que le constat était de dire que la zone de chalandise partait de la Comédie, c'était globalement 800 mètres autour de la Comédie. Et si on voulait que cette zone de chalandise s'agrandisse, il fallait créer des pôles à différents endroits. Donc on avait proposé, ce n'était que des images de designers, c'était en aucun cas un projet d'architecte, c'était de dire il faut déjà au niveau du Pérou, là, créer une animation. Alors au-delà de l'aspect parking du Pérou, bien sûr, qu'on a porté, qu'on a soutenu, c'était de dire il faut qu'on ait une animation. Et on avait fait
montré une photo où on imaginait le jardin du Pérou un peu comme le jardin du Luxembourg, avec des animations pour les enfants, des petites brasseries. Alors ça y est, puisque ça a été acté, la mairie nous a donné l'autorisation de pouvoir aménager la place, en tout cas de s'occuper de l'aménagement de la plage du Pérou. Donc ça, c'est fait. Il y avait après le problématique des halles, et là on avait redessiné pour améliorer, mais bien sûr qu'après il y avait des considérations techniques et il fallait en tenir compte, ce que l'on n'a pas fait parce que ce n'est pas notre rôle, et on est en discussion avec la mairie en tout cas de savoir est-ce que ça doit être réhabilité, est-ce que ça doit être détruit, est-ce qu'on doit recréer une nouvelle animation commerciale sur ce lieu, est-ce qu'il doit y avoir le parking vu qu'il y en a un autre qui va être un petit peu plus loin. Et après, il y avait les places des martyrs de la résistance. Oui, là, je vois qu'on voit le Pérou, où on disait qu'il fallait supprimer ce bouchon, c'est-à-dire que quand on descend l'avenue Foch et qu'on va vers la Comédie, il y a une espèce de bouchon qui s'y fait, qui favorise pas le flux des consommateurs. Voilà. Donc c'était une proposition que l'on avait faite pour redynamiser. Gabriel Deloncle, sur ce projet très spécifique, et puis sur un projet aussi dont on avait entendu parler, lancé par la mairie de Montpellier sur la refonte du jeu de paume. Il y avait cette idée-là avec un promoteur à la Manoukian. D'abord, quel est votre positionnement par rapport à ces projets de revitalisation, on peut le dire, commercial du centre-ville, Gabriel Deloncle? Mais c'est vraiment un élément primordial, c'est-à-dire que le centre-ville est vraiment une merveille. Je crois que tous, là, au moins il y a un consensus général, c'est qu'on a une chance magnifique sur le centre-ville de Montpellier qui est extraordinaire. Il nécessite d'avoir un marketing plus important, c'est-à-dire que la notion centre historique devrait être remplacée par commerce centre-ville, ne serait-ce que pour qu'on puisse induire cette grande galerie marchande à ciel ouvert qu'est le centre-ville de Montpellier. Donc beaucoup de marketing et d'animation de manière à pouvoir attirer et faire en sorte que l'achalandise puisse rayonner dans l'ensemble. Sur le projet qui a été annoncé, c'est vrai que le président Jean-Pierre Fabre, qui précédait donc Rudy Jovino, avait initié cette action et que nous avions appuyé fortement parce que c'était très très intéressant et que ça nécessitait effectivement que ceci puisse être pris en compte parce qu'il faut rendre l'attractivité. Mais quand on parle commerce, il ne faut pas rester que sur le centre-ville de Montpellier. Voilà. Il y a la périphérie, mais il y a également, notamment sur l'Odève, sur Clermont-Lérault, sur Lunel, vraiment une possibilité de déployer, un dynamisme commercial en synergie qui puisse apporter des uns aux autres. Donc il ne faut pas non plus focaliser uniquement sur le centre-ville de Montpellier, qui est une merveille et qui est une perle, mais sur lequel il faut aller au-delà. Voilà. On va peut-être faire réagir Jovino sur... Oui, non, je crois qu'il ne faut pas essayer d'opposer des hommes, Jean-Pierre Fabre ou Rudy Jovino, et c'est pas ce que je fais. Jean-Pierre Fabre a fait un excellent travail et il faut le reconnaître, on a poursuivi, mais en l'occurrence sur ce projet-là, ça a été fait par un designer et ça a été commandé sous ma présidence et proposé en septembre 2010. Si vous avez des images, il doit y avoir les dates d'ailleurs des images. L'idée du fonctionnement avait été mise en place, l'idée de ce projet avait été mise en place, mais je n'oppose pas les uns aux autres. Tout à fait, complètement. On dit toujours, voilà, la CCI propose, mais finalement c'est la mairie qui dispose. En tout cas, quelle est la marge de manœuvre de la Chambre de commerce et d'industrie, à part proposer? Vous savez, c'est ce que j'ai dit quand on a parlé de changement et de rupture. Il y a eu une guerre Odysseum qui a duré 10 ans, où la Chambre de commerce n'avait plus aucun lien avec aucune collectivité. Et ça, c'était pas bon pour le développement économique, parce qu'elle n'était pas écoutée, alors qu'elle doit être force de proposition. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que Gérard Boras ne devait pas faire cette guerre. La surface Odysseum a été divisée par 2, et heureusement que ça a été divisé par 2. Ce que je veux dire, c'est qu'il fallait reprendre les discussions avec les collectivités, ce qu'on a fait. Et le rôle d'une chambre de commerce, c'est d'être force de proposition, parce que d'abord, elle n'a pas les moyens financiers d'investir sur des projets comme cela, mais on doit être écouté, et on doit participer à toutes les grandes discussions sur des projets structurants. Vous parliez du boulevard Jeu de Paume, je suis désolé, je l'ai dit à Madame le maire de Montpellier, nous n'avons jamais été impliqués dans la discussion, et c'est bien dommage. Parce que c'est pour ça qu'on a ce projet, peut-être n'avance pas, parce qu'on a des commerçants qui sont soucieux de leur devenir sur ce boulevard Jeu de Paume. Voilà, donc je crois que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde à partir du moment où on discute tous ensemble sur des projets aussi importants que ceux-là. Sur Odysseum, un mot d'Odysseum?
Odysseum, effectivement, ce qui est ennuyeux avec la prise de parti politique que la Chambre de commerce a pris pendant longtemps, c'était vraiment un pouvoir qui était contraire aux objectifs des municipalités, voire des collectivités existantes. Il y avait des raisons. Ça se défendait, mais il aurait été plus intéressant. Il n'y avait pas une opposition systématique quand même, si vous... sur ce dossier-là, oui, quand même, ça a duré 10 ans. Odysseum, ça a duré 10 ans. Odysseum, mais on a l'impression sur tous les projets, mais que sur Odysseum. Donc, ce qu'il faut arriver, d'ailleurs, c'est dans notre projet, c'est que nous créons vraiment une organisation, une commission qui soit dans l'action partenariat pour participer au début des projets, c'est-à-dire faire partie des projets, parce que les politiques, et c'est normal, c'est l'organisation de la ville ont des projets, et c'est là que l'expertise économique doit intervenir, mais pas à la fin du projet, mais au début du projet, de manière à travailler ensemble. C'est ce que je fais d'ailleurs au centre de la ville et de l'agglomération, c'est que j'ai l'avantage d'être cette interface et de pouvoir dire au début du projet, attention, sur cet endroit, il risque d'avoir ce problème, mais ça sera beaucoup plus intéressant que ce soit la Chambre de commerce avec une équipe compétente qui puisse participer, améliorer, et que le projet, lorsqu'il est fini, il soit immédiatement applicable et que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Le souci, c'est que l'équilibre entre la périphérie et le centre-ville, c'est toujours assez sensible. Tout à fait. Nous, ce qu'on a toujours défendu, c'est-à-dire c'est des grands équilibres commerciaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas favoriser... Quand j'ai été élu, il y a eu l'ouverture d'Odysseum, on est le président des commerçants aussi d'Odysseum. On doit s'occuper de tout le commerce, qu'il soit du centre-ville ou du périphérique. Ce qu'il faut être vigilant, c'est à respecter les équilibres commerciaux. Voilà, il ne faut pas trop développer de surface marchande parce qu'on crée des déséquilibres et tout le monde souffre. Voilà. Alors, autre dossier important pour la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, même si il a perdu un peu de pouvoir sur l'aéroport, ça reste une préoccupation, le développement de l'aéroport qui vient de perdre cette année encore, enfin, entre 2009 et 2010, 2,5% de passagers. Alors, Rue de Vino, vous avez vous avez participé à la création de l'association qui porte les low cost notamment. Qu'est-ce qui peut être fait pour faire venir les passagers ? Alors, pour revenir un petit peu à une brève historique, si vous voulez, c'est que la préfecture nous interdisait de continuer à porter ces contrats de promotion de flux touristiques. Puisqu'il y a eu changement de statut. Voilà, donc soit la Chambre de commerce résiliait les contrats et les compagnies partaient, soit on essayait de travailler et de proposer des solutions alternatives pour que ces compagnies restent. Il faut savoir... C'est ce qu'on a fait, exactement, c'est quand même des retombées économiques de plus de 50 millions d'euros sur notre territoire. Voilà. Donc, dans un contexte assez difficile, et Jean-Yves Labattu qui est présent, on a la présidence momentanément, de créer une association pour porter ces contrats de promotion de flux touristiques. Voilà. Gabriel Deloncle. Cette question de l'aéroport. Cette question de l'aéroport, elle est primordiale. Si on veut que notre région se développe et que le territoire de la Chambre de commerce puisse en profiter, il est évident que là, il faut faire un réel effort. Et cet effort, la Chambre de commerce ne peut pas le faire seule. C'est évident. Une Chambre de commerce isolée ne fera rien. Et nous sommes de plus en plus dans un monde de régionalisation et de globalisation, voire de mondialisation. Il est évident qu'il faut vraiment mettre en place un ensemble de responsables politiques, économiques et de l'État, de manière à pouvoir tracer des grandes lignes pour augmenter la fréquentation, que ce soit au niveau interne national, mais également international. Donc vraiment les deux, à l'intérieur de la France, mais à l'extérieur. Il y a un certain nombre de possibilités, et ça on sait très bien que des cabinets d'études y travaillent, mais seulement il faut que ce soit fait dans un partenariat tous ensemble, parce qu'il y a du financement, il y a de l'étude et il y a des possibilités tout simplement à partir de hubs qui permettent de pouvoir récupérer un certain nombre de passagers. On sait très bien que Marseille ou Nice sont des aéroports qui sont bloqués en partie du foncier. Ils ne peuvent plus augmenter leur surface, leur capacité. Nous avons la chance ici d'avoir cette capacité. Il faut travailler pour le développer. C'est vraiment un facteur et là-dessus, je pense qu'on ne peut qu'être d'accord parce que vraiment, si on ne fait pas ça, c'est catastrophique. Autre élément, un élément dont on ne sait pas toujours qu'il dépend de la CCI, c'est l'école supérieure de commerce, Subdeco. Comment
Subdeco, on l'a vu apparaître pas dans les programmes, au moment effectivement de cette campagne. Comment Subdeco se positionne au niveau national? Vous, Gabriel Deloncle, vous prônez une stratégie d'excellence par rapport à Subdeco, ça veut dire quoi? Oui, tout simplement qu'il retrouve un positionnement d'excellence, parce qu'on sait très bien que maintenant, que ce soit Marseille, Toulouse ou Bordeaux, eh bien, les Subdeco ont pris une importance, et soit nous allons devenir un Subdeco périphérique de ces villes, ce qui serait quand même grave, soit nous nous donnons les moyens de pouvoir refaire une école à la hauteur de ce qu'elle doit être. Alors, je dirais que les enseignants sont de la qualité d'excellence, il n'y a aucun problème. Les locaux, et c'est la faute de personne, les locaux avec le temps sont vétustes, ils ne sont pas attractifs ni pour les chercheurs, ni pour les enseignants, ni pour les étudiants. Ça veut dire qu'il faut se donner les moyens de faire un autre endroit, un autre bâtiment qui englobe également du logement étudiant. Et le dossier que nous voulions présenter en contrepartie du village des Marques qui ne se fera pas, c'est justement pourquoi pas implanter là où était prévu le village des Marques une nouvelle Subdeco avec des locaux qui soient adaptés à notre époque, c'est-à-dire innovants et qui répondent à la demande et près de l'aéroport avec du logement étudiant. Vendre le reste, parce que cet endroit est très intéressant pour, je suppose, tout le logement, c'est une simulation. Il y a certainement d'autres projets. Mais voilà un peu l'idée, c'est se donner les moyens de monter Subdeco dans l'excellence, mais également avec sa représentation physique. Rudy Yoino. Alors, écoutez-moi, si vous écoutez faire... C'est 21e, Subdeco. Oui, ça dépend des classements, on varie entre 18 et 20e. Je ne peux qu'être d'accord avec Gabriel Deloncle. Je voudrais juste seulement lui poser une question à Gabriel. Vous parlez d'Euromède, hein, Marseille c'est Euromède, et de M Lyon, et on va dire HEC. Est-ce que vous connaissez le budget d'Euromède? Je ne suis pas dans le budget d'Euromède. Je constate simplement que nous avons les moyens de pouvoir remonter. Mais vous parlez budget. Il faut aussi, vous pourrez mettre tout le budget du monde. Si vous restez dans les locaux actuels, vous n'attirerez pas l'essentiel. Je vous parle simplement de projets. Je crois qu'il ne faut pas qu'on mélange le foncier et le budget de fonctionnement. C'est-à-dire que... On va en parler du budget. Excusez-moi, je réponds. Donc, quand on parle de positionnement de l'école, c'est-à-dire la remontée, de ne pas être les sous-écoles de Marseille, etc. Je dis, Madame Deloncle a raison. Sauf que le problème, c'est quand on parle de budget, il faut connaître les budgets. Hein. Les budgets de Subdeco, c'est 18 millions d'euros. Hein, je parle de fonctionnement. Vous savez quel est le budget d'Euromède? C'est 44 millions d'euros. Vous savez quel est, pour être 10e position, hein, vous savez quel est le budget de HEC? C'est 100 millions d'euros. Alors arrêtons de raconter des salades à nos ressortissants. C'est pas parce que vous prenez Subdeco et que vous le mettez à la place de Village des Marques que vous l'emmènerez à la 10e position. Ce qui compte pour faire grimper l'école à des classements dans les 10e positions, on est 8e ville, ça serait bien qu'on soit 10e, et je partage cet avis, eh bien il faut au minimum 44 millions d'euros par rapport à 18 millions d'euros. Alors pour ça, il a fallu créer. Nous sommes passés sur un processus d'autonomisation du groupe Subdeco en créant une association qui va permettre de mettre en place une nouvelle gouvernance pour faire entrer des nouveaux flux financiers avec les collectivités. Il faut que les collectivités financent et il faut que les professionnels aussi financent. Voilà. Mais entre 18 et 44, il y a quand même un grand écart, c'est pas le déménager. D'abord, ce n'est pas, puisqu'on parle budget, c'est pas 18 millions, c'est 22 millions Subdeco quand même, je suis désolée. Vous l'affichez partout, monsieur. Madame Deloncle, encore une fois, elle mélange tout. Excusez-moi, je peux pas laisser dire ça. Elle mélange pôle formation, 22 millions d'euros, avec l'ICF, l'Institut consulaire de formation. Mais je parle de l'ensemble. Non, 18 millions, c'est Subdeco, 22 millions, c'est le pôle formation. Vous mobilisez le temps de parole. Vous dites des erreurs, grossières erreurs. Il faut bien que je dise la vérité aux gens. Vous mobilisez le temps de parole totalement, parce que quand même, là, si vous regardez, je pense que là, on va faire une... il faut quand même, on peut pas laisser dire certaines choses. Vous avez dit les uns et les autres des chiffres, donc voilà, vous êtes exprimés tous les deux. Vous dites c'est pas 18 millions, c'est 22 millions. C'est le pôle formation, 22 millions. C'est pas Subdeco. Subdeco, c'est 18 millions. On va faire une deuxième pause et on se retrouve dans quelques minutes. Nous parlerons de l'avenir de la CCI sur fond de réforme. À tout de suite. Par contre, je demanderai... Chaque année, le manque d'eau entraîne la mort d'1,5 million d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Parce que l'eau est nécessaire à la vie et parce que chaque vie est importante, l'UNICEF agit sur le terrain dans plus de 150 pays. En France,
l'UNICEF sensibilise et alerte sur le rôle vital de l'eau pour tous les enfants du monde, à travers une multitude d'actions et d'événements. Notre but, mobiliser et collecter pour nos programmes. Pour venir en aide aux enfants, moi, j'ai choisi d'être bénévole. Bénévole à l'UNICEF, pourquoi pas vous? Aujourd'hui, dans le monde, des millions d'enfants sont encore confrontés à la malnutrition, au manque de soins, au travail forcé ou à la maltraitance. Depuis 30 ans, sous l'impulsion de Sœur Emmanuelle, Asmae s'engage pour les enfants. Et vous? Aidons les enfants à devenir des hommes libres. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de ce débat entre Rudy Iovino et Gabriel Deloncle, tous deux tête de liste pour les élections à la CCI de Montpellier, qui auront lieu, je vous le rappelle, entre le 25 novembre et le 8 décembre. Le troisième candidat est donc Guy Cohen, je le rappelle, président de l'association des commerçants du quartier Saint-Ravi. On va revenir un petit peu sur les dossiers. On n'a pas parlé tout à l'heure de toute la partie exportation, la partie internationale qui est un élément fort du fonctionnement et de la vie de la CCI. Je pense aussi à l'expatriation aussi, qui fait partie de ces services internationaux. L'aide à l'export, ça a été la coopération notamment avec le Maghreb, avec la Tunisie, notamment l'Algérie. Quels sont les axes? On voit des images d'ailleurs d'expatriés qui ont été soutenus par la CCI pour s'installer en Tunisie. Rudy Iovino, est-ce que ce sont des axes, quels axes vous comptez développer? Est-ce que vous continuez sur le Maghreb et effectivement, est-ce que vous allez sur d'autres pays, je pense à la Chine en particulier, est-ce que ce sont des axes de développement? Alors, si vous voulez, quand vous avez parlé du Maghreb, c'était dans le cadre de partenariats de coopération décentralisée qui étaient financés par l'Europe, le département, où nous avons accompagné une dizaine d'entreprises, soit sur la Tunisie, soit sur le Maroc. Nous avons un service lié à l'international qui accompagne toutes ces entreprises. Je crois que c'est important, bien sûr, qu'on ne peut plus avoir une entreprise ne peut pas avoir une vision que locale. Il faut qu'elle ait une vision globale. Et je cite souvent un exemple, c'est Luc Martin qui a une société Surfatec qui est basée à Marseille, qui a créé une entreprise en Tunisie de traitement de surface et de métallisation. Et il s'est rendu compte, si vous voulez, alors c'est absolument pas de la délocalisation, puisque les entreprises qui sont sur Vente d'Arc ont continué même de progresser, il s'est rendu compte que ça lui apportait même des marchés pour la France. Donc je crois qu'il ne faut pas diaboliser le fait de s'installer dans des pays comme ceux du Maghreb. Je crois que le rôle de la Chambre, c'est d'accompagner, parce qu'on ne va pas à l'international n'importe comment, il faut y être prêt et surtout être soutenu. L'export, Gabriel Deloncle, un axe fort. C'est un axe fort. Ça a été aussi une des motivations de notre équipe pour se présenter, puisque parmi les candidats qui sont dans notre liste, nous avons des personnes qui justement ont créé leur entreprise et travaillent énormément sur l'export et ont cherché le service nécessaire à la Chambre de commerce. Donc je vais citer Stéphanie Andrieux-Giraud, qui donc est directrice générale d'Urba Solar, qui a créé son entreprise avec 2 salariés. Elle s'est tournée spontanément sur la Chambre de commerce pour avoir les renseignements, etc., ce qu'elle n'a absolument pas eu. Et elle a été obligée de se retourner vers des collectivités, en l'occurrence l'agglomération de Montpellier et puis ensuite la région, pour pouvoir installer donc son entreprise innovante, la développer. À l'heure actuelle, elle fait 50 millions de chiffre d'affaires. Et elle est un des exemples que nous avons dans la liste, parce qu'elle n'est pas la seule, qui a eu besoin d'avoir ce service, cet accompagnement, cette assistance pour pouvoir développer des entreprises et qui malheureusement n'a pas trouvé le conseil nécessaire.
Alors, on va... S'il vous plaît, parce qu'on parle quand même des salariés de la Chambre, là, parce que le service existe. Quand elle dit qu'elle s'est adressée à la Chambre et qu'on ne lui a pas apporté le service, je trouve que c'est quand même assez déplorable de pouvoir agresser des gens comme ça qui font, il y a Monsieur Locha, il y a Nathalie Fischer, il y a 4 personnes qui sont à l'international et qui font un travail remarquable. Je tenais à le souligner. Concernant les financements, excusez-moi, concernant les financements, c'est effectivement des financements qui sont donnés par la région, l'agglomération, et la Chambre fait le lien. Donc voilà, dire que le service ne fonctionne pas, je trouve que c'est pas le lieu du débat. Recherché, je ne parle pas du tout des permanents. C'est pas les élus qui donnent les conseils, c'est les permanents. Ils n'ont pas été, en tout cas, mis en place à l'endroit où il fallait et n'ont pas pu répondre. Je suis désolée, mais là, ce sont des exemples précis. Les gens n'ont pas fait leur boulot. Un souci de doublon, c'est-à-dire qu'il y a bien les collectivités qui prennent en charge certaines choses, l'aide à l'export, avec notamment la région qui a la mainmise avec Sud de France, la marque Ombrelle, l'agglomération avec les pépinières à l'international. Et la CCI doit trouver sa place aussi. Donc, voilà. Franchement, il n'y a aucune complémentarité avec l'agglomération et c'est bien dommage parce qu'il y a vraiment un dynamisme qui existe au travers de la technopole et des pépinières d'entreprise et il faut créer ce partenariat. Il est nécessaire. Vous parlez des pépinières à l'international, c'est la Chambre de commerce qui les a mis en place en partenariat et on a été même primé pour nos pépinières à l'international, il y a 3 ans. Arrêtons de dire ça. À l'international, nous travaillons en coopération avec l'agglomération, le département et la région sur des actions à l'international parce que la Chambre ne peut pas financer les entreprises qui y vont. On va y revenir. Alors on aborde maintenant l'avenir des chambres de commerce et d'industrie puisque dès le 1er janvier, le réseau des CCI se réorganise avec les chambres territoriales d'une part et la chambre régionale qui va prendre plus de pouvoir. Alors cette réforme, vous l'appréhendez comment l'un et l'autre ? Gabriel Deloncle. Je pense que c'est une réforme qui est normale. On rentre dans le cadre des régionalisations qui existent sur l'ensemble des structures. C'est une régionalisation. Ça veut dire que les CCI territoriales doivent avoir leur importance et c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient organisées et prêtes à fonctionner. Et le relais se fait puisque dans nos listes, nous avons 13 personnes qui seront dédiées à la CCI régionale. Et ça, c'est important. C'est un premier pas vers cette réforme de manière à pouvoir donner plus d'importance, plus de puissance et plus de financement pour la réalisation des projets, c'est très important. Certaines sont appelées à disparaître. Je suis ravi pour une fois que Mme Gabrielle Deloncle fait un compliment de la Chambre en disant qu'on était prêt pour aller à la régionalisation. Je n'ai pas dit que vous étiez prêt du tout. Vous avez dit que les chambres sont prêtes. Bon, c'est pas grave. Vous m'avez mal compris, comme décidément. C'est pour ça que ça c'est pas nouveau. Non. Alors, sur cette réforme. Oui, non, je crois que la réforme est importante, mais à la fois, il y a beaucoup de choses dedans. C'est-à-dire que ce qui est acté aujourd'hui, c'est qu'on va vers une régionalisation progressive, active à partir de, puisque c'est elle qui va collecter l'impôt, et le personnel, ça sera qu'à partir de 2013. Ce qui a été acté aussi, c'est que les CCIT conservent leur notion de proximité. Territoriale. Oui, CCI territoriale, la notion de proximité. Après, ce qui reste à faire, à mon avis, ce qui est formidable dans cette réforme, c'est que c'est 120 000 chefs d'entreprise qui vont parler d'une seule voix. Et ça compte, parce que à partir du moment sur des gros projets structurants où vous êtes 120 000 à porter votre idée, ça impulse beaucoup et ça fait avancer les choses, donc c'est fantastique. Il y a un danger, c'est-à-dire que le pire peut arriver, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place une nouvelle gouvernance et comme je l'ai dit, il ne faut pas que ça soit une CCI avec un présidentiel, parce que vous savez qu'il y a des grosses chambres comme la nôtre, on représente 13 voix, Nîmes 11 voix, mais il y a des chambres qui ont 2 voix. Et il suffirait qu'il y ait une entente entre 2 grosses chambres pour qu'elles finalement elles s'attirent à elles tous les budgets, tous les financements et tous les projets. Voilà, donc soyons vigilants à la nouvelle gouvernance au sein de cette chambre, mais il y a beaucoup de choses à faire sans enlever, sans opposer le local et ce qu'on va appeler le global avec la chambre régionale. Moi, je fais confiance aux chefs d'entreprise qui font partie des petites chambres et des grosses chambres. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait des grosses chambres qui voudraient prendre le pas sur les autres. Je crois que les chefs d'entreprise sont des gens raisonnables et qui ont envie de développer l'économie. S'ils s'investissent dans cette mission, c'est pour se mettre au service des autres, donner de leur temps et du bénévolat pour le faire. Donc là, moi, j'ai pas cette inquiétude. Je pense qu'au contraire, ça peut être quelque chose d'important où un ensemble d'équipes et déjà travailler en équipe, en CCI territoriale, s'habituera à travailler
en équipe pour aller de l'avant. Et notre région a vraiment besoin qu'il y ait une implication totale, du dynamisme, de l'énergie et de l'action. Alors il nous reste 1 minute, donc 30 secondes chacun pour mobiliser les électeurs. On sait que c'est le gros point faible de ces élections consulaires. En 2008, le taux de participation plafonnait à 31%. Donc 30 secondes chacun. Oui, mais nous, depuis le début août, nous travaillons sur le terrain en permanence. C'est-à-dire que nous faisons les marchés, nous faisons le porte-à-porte, nous faisons les réunions le soir, en faisant de la pédagogie, en disant qu'effectivement, les chefs d'entreprise doivent s'impliquer pour donner l'importance du monde économique. Plus il y aura de personnes et de chefs d'entreprise qui vont voter, plus le monde économique pourra exister, puisqu'il sera vraiment représentatif, alors qu'à l'heure actuelle, on sentait très bien qu'il y avait un désamour parce qu'il n'y avait pas le résultat en fonction. Donc il faut voter pour le monde économique. Rudy Giovino, 30 secondes. Oui, mais écoutez, c'est pareil, c'est-à-dire je crois qu'on ne peut pas se satisfaire de 30% d'électeurs à ces chambres consulaires. Je crois qu'il y a un enjeu qui est phénoménal, surtout que pour la première fois, on va voter pour les chambres régionales, donc une importance accrue, et je crois qu'il faut que les gens viennent voter. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que les élections de la CCI auront lieu du 25 novembre au 8 décembre. Une adresse internet pour voter, jevote.cci.fr/Montpellier. Merci Marlène. Merci Olivier. Prochain numéro d'On en parle, c'est mercredi prochain, 18h30. Très bonne soirée à tous.